Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, notre premier ministre, M. Trudeau, a non seulement survécu à cette fronde, mais aujourd'hui va faire une annonce spectaculaire là, et avec une confiance renouvelée. Oui, et c'est tout un changement de cap quand même pour les libéraux en matière d'immigration. Donc à 10h30 ce matin, M. Trudeau qui va nous annoncer une baisse importante des cibles d'immigration permanente. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ces cibles-là ont doublé. Là, ce qui va se produire, en 2025, on va réduire la cible de 105 000. Alors, plutôt que d'être à 1,5 million de personnes, la cible d'immigration va passer à 395 000. Et cette baisse-là, Mario, va se poursuivre dans les prochaines années. 2026, 380 000. 2027, 365 000. L'objectif, donc, du fédéral est de faire diminuer la partie, notamment faire passer à 5 % d'ici 2026, la partie d'immigration temporaire, comme les travailleurs, les étudiants étrangers dans la population canadienne. Qu'aurait dit, si un parti d'opposition, si quelqu'un avait proposé une baisse aussi radicale des seuils d'immigration... On les aurait traités de parti d'extrême droite. Ben oui, et qu'aurait dit Justin Trudeau lui-même? Ah, là, ce serait drapé de vertu. Mais c'est un virage... C'est quasiment comme si Paul Saint-Pierre Plamondon partait sur la place publique puis criait « Vive le roi ». Mais comment t'expliques ça? On n'a pas d'expliquer ça. Non, mais c'est... je suppose qu'on l'explique par les problèmes dont on parle depuis 2 ans puis les exagérations, mais sur le plan politique, comment tu peux être Justin Trudeau? Et ce matin, je comprends, là, corrige-moi, qu'à 10h30, il va pas laisser son ministre de l'Immigration aller faire cette annonce. Non. Il sera là. C'est lui qui va faire ça. Lui-même. Exact. Et ça, c'est pas rien, ça non plus, là. C'est vrai. Donc, je veux dire, il l'assume. C'est lui qui y va, il l'assume. Il l'assume, puis quasiment plus... C'est quasiment qu'il veut le jouer politiquement. Là. Il veut s'inscrire, lui, en termes de perception politique, il veut s'inscrire comme celui qui fait ça. Oui, parce que hier, il a survécu. Oui, hier, il a survécu. On surveillait, puis je repense à ton début d'émission à LCN. Moi, j'étais comme, t'as de la broue dans le toupette, mon Mario, là, parce que ça arrêtait pas d'un bord puis de l'autre. Et là, on surveillait pendant des heures cette fameuse porte derrière laquelle étaient réunis les députés libéraux dans ce caucus extrêmement important où là, on lavait le linge sale en famille, on crevait l'abcès. On aurait rêvé des petits oiseaux. Là. Ah oui, on aurait perché sur la pôle des rideaux pour juste voir ce qui se passe, ce qui se dit vraiment. Mais force est d'admettre que, tu sais, en voyant M. Trudeau sortir de là, puis en disant « strong and united », tu sais, on est fort, on est unis. À partir du moment, Mario, je suis curieux de t'entendre, où la lettre n'est pas signée. T'sais, on dit, OK, il y en a 24. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la lettre, ça semble être un document d'une quinzaine de pages qui critique le Parti libéral, son positionnement, ce que c'est devenu au fil des années, la perception, puis tout ça. Donc, un document assez critique. Puis là, il y aurait une lettre comme si c'était un document, puis t'as une page de signature à la fin, là, où tu peux, si t'es d'accord avec le document, tu signes. Là. Puis là, il y en a qui auraient signé. Mais là, peut-être pas les 24. C'est vraiment pas clair. Non, c'est vrai que c'est pas clair. Alors, c'est à partir du moment où il y en aurait 24 qui seraient derrière cette démarche-là. Mais si vous n'avez pas signé, si ces gens-là n'ont pas le coup, puis c'est beaucoup de députés d'arrière-ban, il y a des gens qu'on connaît pas. Là. Il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde, là, c'est des noms que vous connaissez pas comme députés. Est-ce que ça vient un peu dégonfler la démarche, Mario? C'est pas comme si t'as des ministres, t'as des ténors du parti qui, par exemple, auraient exigé la démission de M. Trudeau. Parce que là, M. Trudeau, lui, dans son esprit, il va rester, puis c'est à eux de se poser la question, voulez-vous rester ou pas, là? Tu te souviens-tu de la chanson du regretté Jean-Pierre Ferland, Pissou? Je me rappelle très bien. C'est un peu ça. On est pissous. Oh, oui, des pissous. Parce que c'est un peu ça. Tu sais, t'as une lettre, tu fais circuler qu'il y a une lettre, il y a des signataires de la lettre. Là, finalement, la lettre n'est pas signée. Ça fait un peu pissou, un peu pas sérieux. Écoute, il reste qu'il y a une contestation. Et ce matin, tu lis les différents médias et t'as pas des versions... Parce que dans le National Post, il y a comme une autre version. Dans le National Post, on dit que les récalcitrants, les opposants à M. Trudeau dans le caucus... Eux, dans leur tête, ils auraient donné un ultimatum jusqu'à lundi pour y penser à son avenir. Ben, M. Trudeau, il l'a dit, sa réponse. Là. Strong and united. Puis lui, il s'est fait applaudir à la Chambre des communes hier. Ah ouais. Et lui, il n'y a pas de lundi, là. Il n'y a pas de lundi. Je sais pas. Fait que c'est pas...
En fait, pour moi, là, c'est suffisamment à la fois clair que Justin Trudeau va rester et confus ce qui se passe dans la tête de ses opposants dans le caucus, que pour moi, le seul vrai test, c'est comme... attendons jusqu'à Noël, puis à Noël, vous me reposerez la question, je vous ferai une analyse. Si tout le monde est resté discipliné, qu'on n'entend plus parler de chiolage, puis que tout le monde travaille dans le même sens, je vais dire, la réunion du 23 octobre a été un succès. Si ça continue à souffler dans les oreilles des journalistes, puis Trudeau, puis qu'à chaque caucus, c'est le même bordel, on dira la réunion du 23 octobre a été une immense comédie d'un parti qui est en train de s'autodétruire. Là. Mais c'est difficile de tirer une conclusion. Donc, ce qui en ressort hier, c'est difficile d'en tirer une conclusion. Parce que est-ce que le parti Strong and United, comme disait M. Trudeau, est-ce que le Parti libéral est si uni que ça? C'est pas clair. Mais est-ce qu'il est uni par le fait que la fronde n'était pas une si grosse fronde que ça, ou que les gens qui opéraient la fronde sont des ménés, là, puis qui n'ont même pas le courage de parler publiquement? Ben, c'est ça aussi, là, tu sais, c'est possible. Ça va être à surveiller. Et oui, donc, au moment où cette journée devait porter sur l'avenir de Justin Trudeau, ben, c'est finalement l'avenir de Valérie Plante, mais elle ballotte pas au gré du vent. Là. C'est elle qui a pris son destin en main. Oui, ça, il faut lui donner ça quand même. La mairesse Valérie Plante, qui, dans un point de presse que personne n'avait vu venir là, hier, honnêtement, a dit qu'elle n'allait pas solliciter un autre mandat en 2025. Elle a expliqué, certaines raisons, notamment qu'elle n'aurait peut-être pas l'énergie de s'investir pour un autre 4 ans au même niveau d'intensité qu'elle fait. Je te fais entendre d'abord ses commentaires, puis ensuite, on va se poser la question, qui pourrait lui succéder, Mario? À l'hôtel de ville à ma manière. Aujourd'hui, je vous annonce que je vais aussi la quitter à ma manière. La tête haute, c'est une décision qui est déchirante parce que ma job, je l'aime. Dernièrement, j'ai réalisé que je n'étais pas capable de garantir aux Montréalais 4 autres années avec le même niveau d'énergie que j'ai toujours donné. Et ça m'amène à vous dire que je vais bien, très bien. Ouais. Toujours mieux de quitter par soi-même, hein, Mario? C'est mon premier commentaire, c'est de dire... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air à chercher la vraie raison, là, puis est-ce qu'on peut accepter comme vraie raison le seul fait qu'une personne dit, garde, moi, c'est beaucoup, là, j'ai fait 2 fois 4 ans, 2 mandats, j'ai fait 8 ans, puis j'ai donné 8 bonnes années. Et Alexandre, réfléchissons à haute voix, des 3e mandats qui ont mal tourné, là. Veux-tu que je t'en nomme, là? Il y a quelques exemples dans l'histoire. Eh boy! C'est beaucoup, là. C'est le mandat où, là, tu sens l'usure, le mandat qui tourne au vinaigre, le mandat que... Tu sais, il y en a, là, plein d'exemples. Alors, de dire de sa part, moi, je vivrai pas ça. Et entre toi et moi, si elle joue bien ses cartes, là, il reste 1 an, un petit peu plus, la perception des gens va changer, là. Parce que là, tu te fais toujours accuser en politique, on fait ça pour se faire réélire. Là, il n'a plus de ça. Plus jamais d'accusation, on fait ça pour se faire réélire. Donc, elle pourrait prendre des décisions courageuses. Elle pourrait finir, finir son mandat puis laisser une trace d'une personne, finalement, qui aura gouverné, qui aura fait ses années, qui aura su réussir son départ. Donc, pas se faire mettre dehors par la population, pas se faire mettre dehors par son parti, ou pas se retrouver dans des caucus comme Justin Trudeau hier, où le sujet de discussion, si on veut-tu encore de toi, on veut plus de toi. Elle a été maître de son destin. Maintenant, t'as soulevé la question. Qui? Oui. Voulez-vous quelques noms? Ouais, il faut poser la question en 2 temps. Projet Montréal, là, c'est pas un petit parti créé juste pour Valérie Plante. C'est un parti de gauche le plus établi à Montréal, le parti le plus enraciné à Montréal. Donc, la première question, c'est qui va prendre les rênes de Projet Montréal? Qui va devenir instantanément un bon candidat à la mairie? Puis là, après ça, on peut dire, ouais, mais pour Ensemble Montréal, pour l'autre parti adverse, ça ouvre la porte. Là. Plus de Valérie Plante, ça veut dire que peut-être le Projet Montréal va être plus facile à battre. Ça peut attirer des meilleurs candidats. Oui, ça c'est clair. Regardons... Ou même un indépendant. Là, ben oui, c'est pas de parti. Entièrement d'accord avec toi. Regardons d'abord au sein du parti là, représenté par Mme Plante pour Projet Montréal. Un nom qui circule beaucoup, c'est Luc Rabouin, maire du plateau Mont-Royal. Bon. C'est le premier candidat qui est évoqué. Du comité exécutif. Oui, exactement. Puis bon, Robert Baudry, c'est un autre nom aussi, conseiller de l'arrondissement de Ville-Marie, qui enchaîne les dossiers au comité exécutif. Lui aussi, son nom circule. La mairesse de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, Laurence Lavigne-Lalonde. C'est aussi c'est un nom qu'on a entendu. Christian Savard,
lui, directeur de Vivre en Ville. Claude Pinard, directeur général de Centraide du Grand Montréal. On a entendu M. David Pinard, Hurtel. il est visé pour la mairie. Quand je voyais dans la liste, Pinard, Hurtel sont des gens qu'on voit à la mairie, peut-être, qui réfléchissent et qui ont eu des rencontres, mais qui semblent plus s'en aller du côté d'ensemble Montréal. Et là, parce que Projet Montréal, ça prend quelqu'un écologiste, à gauche. Fait que disons les 3 premiers noms que je vous ai donnés, là. Mais Rabouin, je t'en donne Baudry, d'autres, Lavigne-Lalonde. Moi, j'y crois plus ou moins à ceux-là. OK. Un candidat de l'interne, c'est pas impossible. M. Rabouin semble apprécier. Vincent Marissal. Ah oui? Stephen Guilbeault. Oh! Non, mais des gens qui arrivent d'une... Bon, Stephen Guilbeault, ce que je suis pas capable de voir, c'est... Est-ce qu'il s'est brûlé, là? T'sais? Est-ce que le fait d'appartenir, là, je pourrais faire la caricature, mais un gouvernement libéral qui a encouragé le pipeline de Trans Mountain. Parce que quand tu t'en vas en politique fédérale, t'as beau avoir des... Moi, je doute pas des convictions environnementalistes de Stephen Guilbeault. Mais c'est quand t'es dans un groupe environnemental, tu cries des slogans, n'importe quoi, c'est faisable, c'est pas faisable. Quand tu t'en vas en politique, dans un parti qui gouverne le Canada, là, t'es pris avec des contraintes. Tu fais ce que tu peux, tu fais ce qui est faisable, tu dois tenir compte de l'ensemble du paysage politique et économique du pays que ton parti gouverne. Et donc, est-ce que ça l'a brûlé? Mais peut-être pas. C'est un politicien... Pour moi, le Stephen Guilbeault, c'est un politicien extrêmement habile, très efficace. Puis, là, je vais être plate. Peut-être qu'il va aimer moins cette partie-là de ce que je vais dire s'il nous écoute. Mais ses chances d'être réélu, c'est 0,0. Auprès des libéraux, là. Ouais. Avec les libéraux. Ouais. Il est dans Laurier-Sédiment. Lui, il est dans un comté que les libéraux gagnaient plus. Bon, avec sa personne, mais il l'a gagné par une assez faible marge. Là, dans l'état actuel du Parti libéral, il ne regagnera pas. Donc, lui, ça va nulle part. Ouais. Bon. Parce qu'au Parti libéral, c'est Mélanie Joly. Vu qu'elle s'est déjà présentée à la mairie, moi, je pense que Mélanie Joly est rendue ailleurs. Je vois pas Mélanie Joly s'en venir au municipal. Je pense pas qu'elle serait intéressée à ce moment-ci. Moi, je vois plus Stephen Guilbeault. Et Vincent Marissal. Tu penses qu'il voudrait? Ben... T'sais, à Québec solidaire, il peut plus vraiment avancer. Il est comme plafonné. Je sais pas s'il a fait le tour. Faire Montréal-Québec, un poste plus prestigieux à Montréal. Et c'est le même parti, là. Je veux dire, Québec solidaire, Projet Montréal. Tu regardes la carte. La carte de Montréal, c'est ça. La carte des c'est les mêmes zones, c'est les mêmes territoires. Alors, je lance des noms comme ça. Dans le journal, on avance même aussi, on ramène Luc Ferrandez. Oh. J'ai mes doutes. Il y en a plusieurs qui soulèvent la question si elle a annoncé ça trop tôt, à 1 an de la fin de son mandat. Non, parce qu'elle veut laisser son parti. C'est 1 an pour son parti pour faire une course au leadership, permettre à des candidats de se faire valoir, choisir un nouveau candidat à la mairie, mettons au printemps, mai-juin. Tu pars une course à l'hiver, tu choisis un candidat à mai-juin, ça lui donne cette personne-là 6 mois pour monter son équipe, faire campagne. C'est pas trop, là. C'est pas trop. Non, je trouve que c'est... Puis elle, ça lui donne comme 1 année où elle gouverne, mais sans la pression d'être une personne qui se représente. On a des commentaires? Au 187 Cube Radio, on suggère le nom à la mairie de Montréal de Benoît Dutrisac. J'en ai déjà parlé, mais il m'a répondu... Il reste pas à Montréal. Il reste pas à Montréal. C'est un gros problème. Benoît, tu peux t'acheter une petite garçonnière au centre-ville, mais il avait pas l'air intéressé. Les alpinistes, les grimpeurs du pont Jean-Cartier restent détenus, là. Je pense que le fait qu'ils étaient en attente de procès, ils ont pogné un procureur de la Couronne et un juge qui ont décidé de mettre le pied à terre. Oui, Olivier Huard, Jacob Pirot et la troisième, Michel Lavoie, là. Ils se sont présentés, selon le compte-rendu qu'on a dans le journal, tout souriants devant le juge, faisant même des pouces en l'air, faisant des cœurs à des proches qui étaient venus assister à leur comparution hier. Parce qu'ils étaient sûrs que ce serait une banalité qui allait sortir de là. Mais leur expression faciale a changé assez rapidement, semble-t-il, lorsqu'ils ont appris qu'ils devront finalement rester derrière les barreaux au moins jusqu'à la semaine prochaine pour leur enquête cautionnement. Alors, c'est un juge... Ils ont fait une sorte de face, là, semblable aux automobilistes cette semaine. À peu près, oui. Qui quittaient la maison, qui se rendaient compte que ça allait leur prendre 2 heures, 2 heures et demie se rendre à destination. C'est drôle, hein, des fois, comment la vie nous ramène des affaires. Et là, le juge en question, lorsque un de ceux-là, Michel Lavoie, elle a demandé au juge, est-ce que l'enquête sur remise en liberté va être aujourd'hui? On peut pas sortir en attendant. Puis là, le juge a dit non.
Ben non, parce qu'il y a un juge qui va devoir entendre la cause pour ensuite prendre la décision qui s'impose. Et la première date disponible, tu sais, on se parle souvent que le système judiciaire est engorgé. Puis là, tu sais, tu tournes les pages du calendrier, puis là, la première date disponible, c'est la semaine prochaine, l'Halloween. Mais d'ici ce temps-là, ils vont rester détenus. Parce qu'ils sont accusés de méfaits gênant la jouissance du pont Jacques-Cartier. Après ça, les deux... Et dans 2 cas, 2 des 3... Ils étaient déjà en attente de procès. Donc, ils ont un peu contrevenu. Le juge leur avait sûrement demandé de se tenir tranquille en attendant leur procès. Ben oui, mais là, le procès qui devait avoir lieu en novembre. Hein, puis là, quelques semaines avant. Ils avaient justement escaladé la structure là, du terminal Valero. Et là, les 2 hommes, c'est eux qu'on a retrouvés sur la structure du pont Jacques-Cartier. Alors là, c'est sûr que le système de justice, tu te dis, vous étiez déjà en instance de procès. Et là, il y a une récidive, en tout cas un autre événement qui leur est reproché. Alors, ils sont accusés aussi, les 2, d'entrave à la police pour leur refus de descendre de cette structure-là. Et la couronne s'est opposée à leur remise en liberté sous caution. Et on a évoqué aussi, puis c'est quelque chose qu'on avait discuté, toi, moi, Benoît aussi, sur la confiance du public envers la justice, en disant, tu sais, si tu paralyses une infrastructure, si t'écœures le monde pendant 6h30 de temps en paralysant le pont, puis tu tapes ses doigts, t'es remis en liberté rapidement, c'est une vraie farce, là. Oui, absolument. Il y a une autre école qui est dans la mire de Québec, peut-être même 2, là, c'est... comme l'impression qu'il y a comme une parole qui a été libérée là, sur ce qui se passe dans les classes depuis l'histoire de l'école Bedford. Oui, c'est bien dit. Là, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a fait une sortie hier en disant prendre très au sérieux les allégations d'endoctrinement religieux dans une autre école de Montréal. Et là, ce sont des parents d'origine maghrébine qui ont dénoncé des gestes posés et certaines déclarations faites par des enseignants de l'école primaire Alphonse Pesant, c'est dans Saint-Léonard à Montréal. Initialement, ce sont encore une fois des révélations de la journaliste Valérie Leboeuf de Cogeco, qui a fait entendre notamment là, une maman qui disait qu'une enseignante de 6e année de cette école-là aurait dit ne pas aimer enseigner aux enfants québécois parce qu'elle ne peut pas partager ses valeurs islamiques avec eux. Les parents en question disaient aussi que l'enseignante séparait les garçons des filles dans les rangs et dans des groupes de travail en classe. Je vous fais entendre Bernard Drinville là, qui vraiment a tenu à commenter cette situation-là. On parle d'une 5e école. Ce qui est rapporté, ce sont des gestes qui ne respectent pas les valeurs de nos écoles. Je prends ça très au sérieux. On est déjà en contact avec le centre de service scolaire. Je m'attends à ce que le centre de service scolaire fasse rapidement la lumière sur cette situation. On est en train de faire donc des vérifications, mais si on doit poser plus de gestes, vous pouvez être certain qu'on va le faire. Donc, le dossier à suivre et à surveiller. Et rapidement, il y a Donald Trump qui a vu le quotidien The Guardian sortir une histoire sur lui. Oui, c'est majeur. Là. Trump, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une mannequin rencontrée par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein. On est dans les années 90, donc révélation troublante de The Guardian. Et donc, la mannequin en question s'appelle Stacey Williams. Elle raconte qu'à l'époque, elle fréquentait Jeffrey Epstein. Et Trump, à un moment donné, l'aurait attiré vers lui, l'aurait tripoté, lui aurait mis les mains partout là, sur ses seins, sur sa taille, sur ses fesses. Et elle dit avoir figé parce qu'elle était profondément troublée. Et à ce moment-là, elle dit avoir cru observer un sourire dans le visage de Donald Trump envers Jeffrey Epstein. Bon, on connaît toute l'histoire de Jeffrey Epstein, scandale sexuel, s'est suicidé par la suite par pendaison en prison à New York alors qu'il faisait face à la justice. L'équipe de Trump a réagi, a démenti les allégations, accusant maintenant le camp Harris. Et à la culture, il y a eu interruption hier sur un plateau de tournage. C'est l'Union des artistes qui intensifie ses moyens de pression. Oui, parce qu'il y a une négociation entre l'Union des artistes et l'Association québécoise de la production médiatique, ce qu'on appelle la AQPM. Donc hier, comme moyen de pression, ils ont fait cesser finalement le tournage. Donc les acteurs ont quitté le plateau des Armes sur la Rive-Sud. Ça s'est passé dans le calme, mais c'est que l'Union des artistes a eu assemblée générale le mois dernier. Il y a 400 membres
de l'Union qui ont demandé à 99 %. En fait, ils ont voté à 99 % pour des moyens de pression. Alors, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Semblerait, aujourd'hui, c'est le retour des tournages. Donc là, les armes tournaient hier, la journée de tournage a été annulée. Techniquement, ça reprend aujourd'hui, mais il pourrait y avoir d'autres journées de grève intermittentes comme ça. Parce que Sur d'autres plateaux. Sur d'autres plateaux, exactement. Parce que présentement, il y a plusieurs points. Il faut dire que l'entente entre les deux, entre l'Union des artistes et l'Association québécoise de la production médiatique, est échue depuis mai 2023. Donc là, ils sont en négociation présentement. Les enjeux de rémunération, ce qu'on dit, c'est que les droits de suite ne sont pas assez chers. Droits de suite, c'est quand tu fais une série, par exemple, ça peut être diffusé 2, 3, 4 fois et utilisé sur les plateformes web. Et ce qu'on dit, c'est qu'avec le temps, ça n'a pas été revu, ces cachets-là, que le web ne peut pas être vu comme quelque chose d'intermédiaire, là, quelque chose de secondaire. Voilà. Donc ça, c'est un des points, le cachet. Donc ce que l'UDA demande, c'est une augmentation de 40 % sur 5 ans. Ce que la QPM dit, c'est on pourrait faire le double sur 5 ans. Donc là, ils ne s'entendent pas là-dessus. On ne s'entend pas non plus sur, quand on tourne une série, on demande aux comédiens de bloquer un moment dans l'horaire pour être sûr d'être disponible. Par exemple, on va demander à quelqu'un qui participe sur les armes de bloquer 2 semaines pour 2 jours de tournage. Donc, ce qu'on dit, c'est des travailleurs autonomes. Si on est obligé de refuser des contrats pour ce genre de production-là, ce qu'on demande, c'est de réduire le moment où l'acteur doit bloquer dans son horaire des journées où il pourrait perdre de l'argent comme c'est un travailleur autonome. Moi, parce que les journées que t'es bloqué, t'es pas payé, là. Exactement. T'es payé juste pour les heures que t'as vraiment tourné, les journées que t'as vraiment tourné. Donc, si on te fait bloquer 2 semaines, tu tournes 2 jours. Les 8 autres jours, mettons en parlant en termes de jours ouvrables, les 8 autres journées sur les 2 semaines sont perdues. Exact. 0 revenu, là. Donc, c'est très difficile de gagner ta vie comme ça. Et l'autre affaire, l'intelligence artificielle, ils veulent protéger les membres contre l'intelligence artificielle. Donc, pour l'instant, il y a un blitz de négo qui s'en vient lundi. La QPM dit que ce que l'UDA a fait hier, c'est illégal, qu'ils sont pas supposés faire ça parce qu'il y a des négos qui s'en viennent. Mais j'ai vu l'UDA dire c'est parfaitement légal, exact. On est dans nos droits là, selon la loi sur le statut de l'artiste. Et là, donc à suivre. À suivre là-dessus, les deux, c'est sûr, tirent la couverte de leur côté. Mais ce qu'on dit, c'est que si jamais ça se règle pas, là, si ça vire au vinaigre, tout ça, on n'écarte pas la possibilité d'une grève illimitée comme il y a eu à Hollywood. C'est pas impossible. Toutes les productions stoppées. Ça pourrait. Là, on n'est pas là encore. Il y a des étapes avant ça, mais on ferme pas la porte à Tu veux dire que là, les séries seraient interrompues là, à la télé. Puis on voit ce que ça a fait à Hollywood. Ça a pris des mois, là. Donc, on souhaite pas ça. Merci.